L'activité de vente de charbon est une activité de plus en plus harassante pour les personnes qui s'y adonnent. À Cotonou, centre économique névralgique, les recettes sans menus déplorent les acteurs du secteur qui implorent la flexibilité des autorités au plus haut niveau. Les accidents de circulation sur le tronçon Godomé-Calavi ont détruit les infrastructures dans la commune. Pourtant, ces infrastructures ont été réalisées à grands frais décaissés par le contribuable béninois. En interactualité au Sénégal, la peur gagne les voyageurs alors que les transporteurs appellent à la grève. Le gouvernement se dit résolu à mettre en pratique les décisions dont il a fait part après la tragédie du 8 janvier. Mercredi 18 janvier 2023, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de la nuit sur GovTV Africa. L'activité de vente de charbon est une activité de plus en plus harassante pour les personnes qui s'y adonnent. À Cotonou, centre économique névralgique, les recettes s'amenuisent, déplorent les acteurs du secteur qui implorent la flexibilité des autorités au plus haut niveau. Reportage. La commercialisation du charbon de bois reste une activité florissante dans plusieurs villes du Bénin. Malheureusement, déplorent les acteurs de la filière, les difficultés sont énormes. Avant de transporter le charbon à Cotonou maintenant, on va étudier jusqu'à 700-800 000. Ceux qui ont de chantier, pour eux, c'est à part. Ceux qui n'ont pas de chantier pour aller payer ça là-bas, pour ramener ça à Cotonou, c'est encore à part. Avant, on vend le petit sac à 4 000. Maintenant, avec les dépenses, on a mis ça à 6 000. Parce qu'il y a le dépense de mairie de temps, le dépense d'impôt. Et après ça, si c'est le grand sac, on paye ça là-bas avant à 5 000. Maintenant, ils ont mis ça à 5 500 à Tchaoulou, à Kaboa, à Bante. Maintenant, ils ont mis ça à 5 500. Nous-mêmes, quand on fait tout à Cotonou, on vend ça à 8 000 des fois, 7 500 des fois. Pour ces revendeurs de charbon de bois, c'est une situation assez pénible à laquelle de véritables solutions doivent être trouvées. Les tracasseries forestières et autres difficultés plombent leur élan, disent-ils. Nous supportons le transport et les faux frais, ce qui fait que le prix de vente revient cher. Nous souffrons énormément et contractons assez de dettes. On n'a pas d'autre métier. Nous nous consacrons qu'à ça afin de joindre les deux bouts. Qu'on nous aide. Le travail de charbon salit. Beaucoup pensent que nous sommes miséreux. Il y a la mévente, les clients ne sautent plus comme par le passé. Face à ces difficultés, ils appellent l'État à plus de facilité pour redonner vie au secteur en agonie. On veut que l'État nous fasse quelque chose de sécurité parce que ceux qui quittent à Boycon trouvent du pompéage pour payer. Mais ceux qui sont à Kétou n'ont pas de pompéage. Eux, ils passent par Porte-Nouveau. Arrivés à Ekpé, eux, ils vendent seulement. Là, il y a une conversation qui est là. Ce que nous, on est en train de dépenser, eux ne dépensent pas. Parce que nous, on passe à Ouégo pour payer l'argent de pompéage. Mais là-bas, eux, ils passent seulement. Il n'y a pas de pompéage qui est là-bas. Donc disons là que nous on est en train de vendre le petit sac à 5 000, 6 000. Eux, ils peuvent vendre ça à 4 000 parce qu'il n'y a pas de pompéage. Les coupons ne sont pas des mêmes prix. Donc ceux qui sont en train de quitter à Boycon, leurs dépenses c'est trop. Mais ceux qui quittent à Kétou, leurs dépenses c'est encore petit, plus que ceux qui quittent à Boycon. On veut que si c'est les autorités qui vont nous rendre du service, de faire quelque chose aussi sur leur voie de Kétou, on a qu'à essayer de faire ça. Pour les 900, ça comme 900 000 Kaka j'ai 1300. Bois j'ai 3000. Fille 1000 filles 7000 il y a 1000 filles.
Nous achetions le sac à 900 francs, voire 1300 francs. Aujourd'hui, le sac coûte 7000 francs. Nous sommes confrontés à plusieurs difficultés. À l'instar du secteur de la vente de charbon, d'autres entités économiques du pays connaissent des difficultés auxquelles les gouvernants doivent y réfléchir afin de changer la donne. Merci Spero Aoussinou pour l'information sur le charbon. Mesdames et messieurs, les accidents de circulation sur le tronçon Godomé-Calavi ont détruit les infrastructures dans la commune. Pourtant, ces infrastructures ont été réalisées à grands frais décaissés par le contribuable béninois, ce qui donne à se poser de bonnes questions sur la responsabilité de chacun dans l'usage et l'entretien. C'est le constat que nous vous invitons à suivre. Les actes d'indélicatesse, de destruction des infrastructures diminuent la valeur des travaux d'aménagement des voies à Calavi. La cité dortoir est donc en pleine destruction. Les infrastructures le long de la route sont détruites. L'argent du contribuable à sévir a fait ses travaux. Mais il semble que cela n'a aucune importance devant les usagers de cet acte qui le soumet à une destruction massive. C'est l'acte de certains conducteurs indélicats qui contribue à la dégradation de la commune la plus peuplée du département de l'Atlantique en termes de densité de la population. Il convient de souligner que ces actes, parfois impunis, portent entorse au développement. Le constat est amer. Partons d'abord de Godoma, un arrondissement de la commune d'Abomey-Calavi. Les lampadaires n'existent que par endroits. Autrefois illuminés, la destruction des infrastructures ont dû détruire le dispositif de l'énergie pour que ce tronçon sombre dans le noir. Selon nos investigations, les auteurs de ces actes indélicats payent les frais du matériel endommagé, ce qui pourrait permettre de reprendre la réalisation. Mais par un signe à ce jour de la reprise des lampadaires et autres infrastructures réalisées avec l'argent du contribuable. Le directeur général des infrastructures et des transports, Jacques Ayadi, et la direction générale de la police républicaine sont vivement interpellés pour expliquer à la population ce qui en est. Et oui, ils sont réellement interpellés pour expliquer à la population ce qui en est. L'empereur de Niki a été désigné après le décès de feu Sabi Naïna. Sero Tourou est désormais le nouvel empereur du prestigieux empire de Niki. Une tête couronnée de Parakou donne des précisions sur les critères de désignation d'un empereur dans le royaume de Niki. Il est au micro de Fidèle Zimbaba, notre correspondant dans le Septentrion. Vous savez, chez nous, quand l'empereur meurt, 3 mois après, on prend son successeur. Celui qui vient d'accéder au trône d'empereur, il avait un titre honorifique qui s'appelait Tassou Yerima. Mais son nom à l'état civil, c'est Lafia Aboubakari. Bon, ils étaient 41 candidats à ce trône-là. Chaque dynastie avait des candidats. Or, le tout, c'était à la dynastie Makararou. Cette dynastie avait 22 candidats. Parmi les 22, on a pris le meilleur. Il était le plus âgé et le plus sage et le plus correct. C'est ainsi qu'on leur avait dit d'aller s'entendre et de choisir un parmi eux, d'amener 3. Ils avaient amené 3. Mais parmi les 3, le plus correct, c'est lui qu'on a pris. Il a 85 ans maintenant. Il s'appelait Tassou Yerima. Il est de la dynastie des Makararo. Ce n'est pas des vieux qu'on choisit. Il ne faut pas prendre n'importe qui comme roi. Surtout le poste d'empereur, on ne peut pas donner ça à un jeune de 45 ans, 20 de 50 ans. Il doit avoir au moins plus de 60 ans et au-delà. Ce n'est pas ça. Parce qu'il a des étapes. Parce qu'il faut d'abord être Govi. De Govi, tu deviens Yerma. De Yerma, tu deviens empereur. Et on prend dans chaque dynastie le plus gradé de la dynastie et le plus âgé. On ne peut pas prendre le petit frère et laisser le grand frère. Sauf si le grand frère avait des anomalies et qu'il avait des comportements qui restent à désirer. Mais si le type se comporte bien, on ne peut pas faire autrement, on ne choisit pas un autre, c'est lui qu'on choisit. Voilà le pourquoi qu'on l'a choisi, sans problème. Et sans heure, parce que personne n'a discuté, on a vu qu'il méritait le poste.
Il a des critères, il remplissait les critères. D'abord, si vous ne remplissez pas les critères, votre candidature peut être rejetée. Parce que le collège électoral est composé de 17 membres. Il suffit que l'un d'entre eux trouve que vous avez des critères qui vous éliminent, on vous élimine avant que vous ne passez par le choix. C'est parmi les gens choisis qu'on prend. Je prie Dieu qu'il dure, parce que celui qui vient de passer n'a fait que 8 ans. Or, d'autres font 20 ans, 18 ans, 15 ans. Alors ma prière, c'est qu'il dure longtemps pour qu'il nous aide à diriger l'Empire. Et nous qui sommes à la base, nous devons l'aider pour qu'il puisse s'en sortir. Et que Dieu aussi et les membres de nos aïeux doivent l'aider. Merci, fidèle Ezimbaba. Mesdames, Messieurs, ce journal se poursuit. Le pont de Djonou, reliant l'arrondissement de Godomé à Bomé-Calavi, présente des signes d'affaissement. Un grand souci pour les riverains qui deviennent de plus en plus méfiants. Gilbert Rouessin, spécialiste des questions de la sécurité routière, alerte. L'écoutons. Oui, effectivement, ici, sur le pont de Ouédonou, il y a eu un peu d'affaissement au niveau du pont. Et ça a fait que les véhicules qui quittent Calavi vers Cotonou, ils sont obligés de ralentir totalement, arriver au niveau où le pont s'est affaissé un peu. Et ça fait que ça crée beaucoup d'embouteillages parce que ça a réduit leur vitesse, ça a réduit leur allure. Et ça, le fait que les véhicules diminuent leur allure à ce niveau, ça fait que ça crée d'embouteillages au niveau du carrefour de Ouédonou, sur l'axe Cotonou-Calavi, au niveau du pont de Ouédonou. Et je crois que l'État doit penser à ce que ce pont-là soit réaménagé pour que les usagers ne cessent de suivre ce calvaire sur cette route-là, puisque ça endommage beaucoup de véhicules. Et lorsque les véhicules sont chargés, surtout même les camions, arrivés à ce niveau, ils ont des difficultés à traverser la partie abîmée de la route. Et c'est ça qui crée beaucoup d'embouteillages. Lorsqu'un véhicule tombe en panne seulement, ça fait que toute la circulation est bloquée et on ne trouve plus d'alternative pour évoluer. Et je demande à l'État de penser à réparer cette partie de la chaussée, au moins pour que les usagers puissent circuler librement. Je demande aussi aux usagers de la route de faire beaucoup attention à ce niveau, à arriver à ce niveau de ralentir pour ne pas endommager leur véhicule, puisque lorsque vous montez sur la partie avec une certaine allure, ça va endommager votre véhicule et ça fait que ça va créer encore une autre panne. Et votre stationnement à ce niveau va créer beaucoup d'embouteillages parce que c'est la seule voie que nous avons, la seule chaussée qui conduit les usagers de Calavi vers Cotonou. Au niveau de ce pont, lorsqu'il y a une panne seulement, c'est fini, toute la circulation est bloquée. Merci beaucoup. C'est un entretien sans langue de bois entre le président de la transition, Ibrahim Traoré, et les étudiants burkinabés qui a eu lieu dans l'après-midi de ce mardi 17 janvier 2023 à l'université Joseph Kizebo de Ouagadougou. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, est accueilli par de vives acclamations des étudiants scannant haut et fort son nom dès son entrée dans la salle. Plusieurs sujets ont été abordés. Sa vision de désengorger les universités à la réduction des partis politiques, tout est passé au peigne fin. Suivant. Je pense que je n'ai pas eu tort de venir échanger avec vous. Et je suis très content de cela. La question préoccupante pour tout le monde, la question sécuritaire. Les universités Dori, Waivia, Fada, toutes ces universités donc, qui sont dans des zones rouges, la question nous taraude l'esprit certes, mais il y a une solution en cours. Ce qui est là pour la sécurisation de ces
institutions et d'ailleurs de tous les villages, ce que je peux vous dire au jour d'aujourd'hui, si vous avez remarqué, les premières mesures que nous avons prises, c'était pour accroître nos effectifs, recruter. Concernant l'armée, je pense qu'il y a un recrutement actuellement en cours de près de 6 000 hommes, si je ne me trompe, et il y en aura encore. Parce que le défi de l'effectif est le plus important. Le combat atteint un niveau où nous ne pouvons plus nous permettre de mettre de petits effectifs sur le terrain. Donc, nous avons accentué les recrutements et les formations sont en cours. Et parallèlement aussi, l'équipement est en cours d'acquisition, de sorte que lorsqu'ils finissent leur formation, ils puissent être immédiatement engagés pour pouvoir venir sécuriser un certain nombre de localités. Donc, la question de la sécurité se résume d'abord à une question d'effectif, une question d'équipement, ce qui est en cours de résolution. Donc, si je peux vous donner une date pour que vous repreniez les cours, je ne peux pas dire à telle date exactement. Mais je peux vous dire que d'ici le mois de février, normalement, une vague doit avoir fini sa formation et que nous allons injecter sur le terrain. Nous n'allons pas détailler ici le plan, mais nous ferons tout pour que dans les jours à venir, là, vous soyez en sécurité et que vous puissiez retourner et reprendre les cours. C'est ce que je peux vous assurer. Et ça y va de toutes les universités. Et revenant à la question du patriotisme, bon, heureusement que ça vient de vous et je souhaite que le patriotisme soit la chose qui vous anime le plus. Rien ne vaut la patrie. Et déjà que cette jeunesse a compris que notre patrie, on ne va jamais se retrouver ailleurs et être chez soi. C'est chez nous ici. Et j'ajouterai que mes préoccupations majeures, c'est que la jeunesse reste en veille. Parce que le combat pour la souveraineté, c'est un combat de longue haleine. C'est un combat qui demande assez de résistance. Donc, nous avons engagé tout le processus nécessaire pour cela. Et ça se fait en douce. On a faim, on est pauvre, on a tout, mais la dignité de l'homme, il n'y a rien qui vaut ça. Il faut cultiver ça. Et ceux qui ne comprendront pas cela, trouvez les voies et moyens pour les empêcher de vous perturber. Soyez focus sur notre objectif et avançons vers notre développement, vers donc la souveraineté de notre patrie. C'est ça le plus important. Allez, du Burkina, on va faire un tour au Sénégal où la peur gagne les voyageurs alors que les transporteurs appellent à la grève. Le gouvernement se dit résolu à mettre en pratique les décisions dont il a fait part après la tragédie du 8 janvier. Cette nouvelle collision meurtrière au Sénégal remet en lumière l'état des routes et le manque d'entretien des véhicules ou encore la corruption répandue des agents chargés de faire respecter les lois ou passer le permis de conduire. L'État aussi a une grande responsabilité sur la recrudescence des accidents. Les routes sont très étroites. Ce bus fait une largeur de 3,5 mètres et la plupart de nos routes font 7 mètres de largeur. C'est pourquoi, quand deux voitures se croisent, les conducteurs ont d'énormes difficultés et c'est ce qui, en général, cause ces dégâts. L'État doit élargir les routes et faire 2 voies dans chaque sens. Le drame du 8 janvier causé par l'éclatement d'un pneu et qui a causé la mort de 42 personnes a suscité un flot de critiques contre les autorités pour leur incapacité à faire respecter les règles de conduite, mais aussi la réglementation sur l'état des véhicules. Les bus sont communément transformés pour accroître leur capacité et les porte-bagages de toit, source de revenus supplémentaires pour les transporteurs, sont souvent surchargés. Les accidents, il y a beaucoup de causes. Les gens disent les routes, mais bon, il y a les voitures aussi, les bus. C'est des vieilles voitures. Ils transportent beaucoup de bagages. Et ils roulent n'importe quoi. Et les chauffeurs sont fatigués, ils conduisent toute la nuit. Tout ça, il y a tout ça.
Le gouvernement a annoncé dans la foulée une vingtaine de mesures, par exemple l'interdiction faite aux bus et minibus de circuler la nuit, jugée par les professionnels en déphasage avec les réalités économiques ou les modes de vie. Nous entamons une grève demain à partir de 0h jusqu'à nouvel ordre pour dénoncer cette batterie de mesures prises par l'État sans se concerter avec les acteurs du transport. Les accidents de la route tuent officiellement 700 personnes chaque année au Sénégal, un pays de plus de 17 millions d'habitants. Mesdames, Messieurs, l'homme, grand H, est libre et partout, il est dans les faits. Pour Jean-Jacques Rousseau, l'homme est naturellement bon et inoffensif, fait pour vivre en paix avec autrui, et pourtant, la société s'élabore sur des fausses valeurs, comme le mensonge, la gloire ou l'amour-propre. Résultat, l'homme qui devrait s'épanouir se retrouve à la merci des despotes et des princes qui lui volent son pouvoir de décider avec les autres de la manière dont il veut vivre. Il faut changer d'organisation et inventer un contrat social qui nous rende une liberté, celle du citoyen, ce qui passe par l'obéissance aux lois que nous avons nous-mêmes choisies. Et c'est avec cette citation que nous mettons un thème à cette édition. Serge Vivien Counimont, je suis.